Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis toujours contente quand il y a des hommes parmi nous, derrière moi, parce que ça montre qu'on est vraiment tous ensemble ici pour la mixité économique. À la tribune, on est très engagés sur ce territoire-là. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui avec les caisses d'épargne et la caisse d'épargne Centre-Loire. On a créé un mouvement qui s'appelle Women for Future. Women for Future, on est actif toute l'année sur le territoire de l'égalité économique entre les femmes et les hommes, donc pour accélérer la mixité dans l'entreprise, mais aussi pour accélérer l'entrepreneuriat au féminin. Je vais juste vous donner 2 chiffres avant de démarrer cette table ronde. Aujourd'hui, il y a en France presque 70% de femmes qui aimeraient créer leur entreprise. Ça serait un épanouissement personnel. Malheureusement, il n'y en a même pas 30 qui le font, 30%. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec la Caisse d'épargne qui fait vraiment œuvre d'exemple sur ce territoire-là, et ça depuis très longtemps. On a la chance d'avoir avec nous la présidente du directoire de la Caisse d'épargne Centre-Loire, qui a été en 2009 la première femme à être nommée présidente, Nicole Etchedouin-Mérite. Je suis vraiment ravie d'avoir avec nous à nos côtés. Vous êtes une femme très engagée, puisque en 2012, c'est vous aussi qui avez créé le groupe, les ailes du groupe BPCE. Donc, pour démarrer, j'aimerais que vous reveniez sur votre engagement et puis, bien sûr, nous expliquer tout ce que la Caisse d'épargne fait toute l'année et particulièrement aussi en Centre-Loire. Alors, c'est juste pour... c'est pas Centre-Loire, c'est Loire-Centre. Parce que Centre-Loire, c'est le Crédit Agricole. Non, mais c'est juste... Ça démarre fort. Non, mais c'est pas grave, parce que c'est la région Centre-Val de Loire, donc en fait, c'est pas ça. Mais on tient quand même à notre appellation. Mais c'est juste... Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à la tribune, merci aussi à BPI France, et les premières, puisque en fait, c'est un partenariat que nous avons ensemble donc, dans le cadre de ce bel événement. Donc pour revenir sur notre engagement au niveau de la Caisse d'épargne Centre, et puis et par la même occasion de ce que je peux faire, avant d'arriver sur les ailes du groupe BPC, c'est peut-être de dire que dans les entreprises, c'est important certainement que se créent des réseaux féminins. Je dis bien des réseaux féminins, pas forcément mixtes, parce que bon, j'y crois pas tellement, parce que je pense qu'on a déjà, nous les femmes, beaucoup à faire pour travailler sur les freins que nous nous mettons toutes seules comme des grandes. Alors c'est les freins que nous nous mettons, et plus les freins qui sont liés à l'entreprise, qui peuvent être liés aussi à des comportements. C'est clair que c'est compliqué. Et donc, dans une entreprise, c'est bien d'avoir un réseau féminin, mais si vous n'avez pas de politique mixité, c'est très 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 difficile, quoi. Vous pouvez avoir l'engagement que vous voulez, vous pouvez pas y parvenir. Donc nous, on a mis en place avec les ressources humaines donc une vraie politique mixité. Ça a payé, puisque je vous donne juste, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais le point de passage, moi quand je suis arrivé en 2009, il y avait 28% de femmes cadres, managers. Aujourd'hui, il y a 43%. Je considère, c'est un peu comme la loi Copé-Zimmermann, quand on passe le cap des 40 et même entre 30 et 40, on commence à faire basculer, et on passe de toute manière, et c'est vérifié, que la vision et tout ce que peuvent amener les femmes, au même titre que les hommes, donc se concrétise de toute manière dans les décisions de la législation. Donc ça, c'est le premier point. Je reviens sur la loi Copé-Zimmermann, parce que bien sûr, nous l'avons appliquée au niveau de notre entreprise, puisqu'on y était soumis. Et donc, depuis le 1er janvier 2017, la Caisse d'épargne Centre, donc voilà, 40% de femmes donc, dans le conseil d'orientation et de surveillance. Il y a 43% aussi, c'est un peu le hasard des chiffres, 43% de femmes administratrices. Voilà. Et puis, vous avez souligné que j'étais effectivement la première femme présidente directoire, donc c'est relativement récent, c'est en 2009. Donc, bon, voilà. Alors, sur l'axe temporel des 12 000 ans de l'histoire, donc bon voilà, c'est relativement récent, mais il faut bien démarrer. J'ai toujours dit que je ne souhaitais pas être ni une anomalie ni un alibi, et que ça serait bien qu'il y ait des femmes qui puissent me rejoindre. Donc nous sommes depuis 2011, 2012, à cette époque-là, on est 5 femmes au niveau du groupe BPCE, pas assez. Bon, mais ça ne se fait pas comme ça, hein, parce que on
on n'a pas le temps ce matin parce qu'il faut laisser la place à l'entrepreneuriat au féminin. Mais ça peut pas se faire comme ça parce que justement il faut des politiques mixité et les accompagner sur du long terme si on veut avoir des cas dirigeantes et dirigeantes. Le dernier point donc, concernant la Caisse d'épargne retraite, on est aussi dans le groupe BPCE, le premier établissement bancaire, c'est tout récent et ça date il y a 15 jours, 3 semaines, donc où nous avons un premier établissement bancaire où les femmes sont majoritaires puisque nous allons être à partir du 2 mai, donc 3 femmes sur 5 au directoire de la Caisse d'épargne retraite. Donc on a ouvert la voie et on va continuer d'ouvrir la voie sur ces thématiques-là. Donc les aides du groupe BPCE, création donc avec l'appui très fort de François Perrol. Je pense que c'est un point important, je le dis toujours, parce que François Perrol est un homme très convaincu de la mixité et il m'a beaucoup appuyé et aidé pour créer le réseau donc fêtier au niveau du groupe des aides BPCE et des aides du groupe BPCE, pardon, et l'objectif c'était de créer des réseaux de femmes dans des établissements bancaires. Aujourd'hui, c'est mission remplie, il nous en manque 4 là sur les 31-32, on fait des fusions, donc c'est un peu compliqué, on le sait bien, parce que du coup il y a des réseaux de femmes qui fusionnent, donc ça c'est assez sympathique que de voir ça, c'est des caisses ou des banques qui fusionnent, et en même temps c'est des réseaux de femmes qui fusionnent. Donc, comme vous l'avez dit, et ce que vous portez aussi au travers de vos actions, et je vous en remercie encore, parce que la Tribune est un média, et un média que nous observons, et vous le savez, au quotidien de près. Et donc, c'est tout simplement accélérer l'agenda de la mixité pour que des femmes prennent des postes à responsabilité, de cas dirigeantes ou dirigeantes. Mais en fait, il faut tirer effectivement toute cette chaîne pour arriver à cela. Mais au-delà de ça, et d'ailleurs, ça me permet peut-être de faire la transition sur l'entrepreneuriat au féminin, je pense que c'est juste, je ne revendique pas une cause, et je pense que c'est pas ça, je dis simplement que les femmes ont droit à l'épanouissement professionnel au même titre que les hommes. Et c'est à ce titre-là qu'on mène des actions pour que les femmes soient réellement dans la société, avec toute la place et avec l'idée aussi que sur un plan économique, ça serait juste magique par rapport aux chiffres que vous avez cités, que nous puissions y parvenir. Et si même on ne va pas là, on n'a pas des ambitions, comme ça, mais vous savez, c'est ce chiffre de 30-40%. Et ce 40% qui serait bien... Moi, j'ai jamais parlé de parité. En plus, quand vous êtes si loin de la balle, c'est compliqué de parler de parité, mais de parler de mixité, ça a vraiment du sens. Voilà. Donc, sur l'entrepreneuriat au féminin, peut-être. Oui, j'aimerais que vous nous parliez... Ah, le souvenir, il me semblait que c'était bon. Écoute, je vais faire 100, c'est pas très grave. Comme dirait quelqu'un, ce sont les aléas du direct. Oui, j'aimerais que vous reveniez en fait sur les actions que vous faites au quotidien. Je sais que vous êtes une entreprise très engagée, vous l'avez vraiment très bien rappelé et j'en suis ravie parce que ces porteurs de sens sont votre partenariat. Vous avez réussi à monter le chiffre jusqu'à 40%, c'est quand même extraordinaire de faire dirigeante. Et vous êtes plus que jamais des acteurs qui encouragez les femmes à entreprendre. Vous avez plusieurs actions toute l'année, vous êtes partenaire aussi d'autres. Merci beaucoup. Vous êtes partenaire aussi d'autres actions que les nôtres dont vous pourriez justement nous parler. Oui, donc rapidement aussi, en fait voilà, c'est le principe même, c'est d'accompagner les femmes au même titre que les hommes donc pour entreprendre. Et par rapport à cela, donc c'est de faire émerger une fois de plus des femmes de talent, entrepreneurs, pour peupler aussi, parce que en tant que banquière, et la Caisse d'épargne retraite est un acteur économique, financier incontournable sur la région, et on participe donc au développement économique de notre territoire. Je pense que c'est ce qu'on peut rêver de mieux, c'est-à-dire c'est de participer à ce cercle vertueux, que de toute manière de pousser les feux sur l'économie, c'est de faire venir des entreprises, etc. à deux, et pourquoi pas, et à quel titre donc on ne ferait pas émerger des femmes de talent, quoi. Donc c'est aussi simple que cela. Et pour cela, donc, on mène plusieurs actions. Et ça, c'est pratiquement, maintenant, c'est au quotidien dans notre entreprise.
entreprises, mais on est partenaire des femmes de l'économie. Donc c'est la 4e année où les femmes de l'économie seront sur la région Centre-Val de Loire, et c'est à l'initiative donc de la Caisse d'épargne retraite si les femmes de l'économie sont sur notre territoire. Nous sommes donc depuis des années aussi sur le concours de l'entrepreneuriat au féminin avec France Active. Nous sommes très investis sur le marché des professionnels, mais aussi au niveau des entreprises. Et j'ai vu Jean-Daniel, voilà, Jean-Daniel Waglich, qui est notre donc, directeur sur le marché des professionnels, et on a même fait des sensibilisations, des formations parce qu'au niveau de la Fédération nationale des caisses d'épargne, donc on porte ce sujet depuis des années sur l'entrepreneuriat au féminin, on mène des enquêtes et on s'est rendu compte aussi que en fait les femmes et on retrouve de toute manière les mêmes sujets que dans les entreprises, hein, pour ces femmes qui souhaitent s'investir et qui souhaitent donc à un moment donné un jour passer le pas. C'est ce manque de confiance, etc. Mais on le retrouve donc sur plusieurs thématiques parce que c'est quand elles vont voir leur banquier, la manière dont elles font leur business plan, etc. Et donc en clair, quand on a un client ou une cliente, eh ben, on n'a pas du tout les mêmes, on n'a pas en fait quelque part les mêmes comportements. Et c'est important de le savoir, c'est important de le savoir pour nos chargés, pour nos commerciaux, pour nos chargés d'affaires. Et donc ben, voilà, c'est comme ça qu'on a créé des formations, des sensibilisations pour se dire que quand on recevait des femmes et des femmes qui voulaient monter donc des affaires, ben voilà, c'est pas du tout et on n'a pas du tout la même approche que les hommes et c'est important que de le savoir. Voilà. Donc c'est des points d'accroche qui sont très forts. On a signé dernièrement, on a renouvelé notre signature, donc ça c'est au niveau national. Au niveau des caisses d'épargne, donc avec le secrétariat d'État en charge de l'égalité homme-femme, avec Marlène Schiappa, donc au mois d'octobre dernier, puisque ben, voilà, on s'est engagé aussi, nous, à faire tous nos efforts pour porter ben, justement le pourcentage, ce fameux pourcentage de femmes dont vous parliez, de 30%, de le passer à 40% à l'horizon 2020. Alors c'est une autre façon, de toute manière, de contribuer, de faire savoir, etc., tous les efforts nécessaires, parce qu'une fois de plus, de porter de 30 à 40%, ben, c'est forcément nous enrichir économiquement et enrichir de toute manière le pays. Et indépendamment de cela, c'est enrichir la société, enrichir les individus, et en l'occurrence, là, pour le coup, les femmes. Voilà. Et le dernier point, parce que celui-là, il me tient aussi à cœur, on est depuis 2015, et moi particulièrement, donc très investi pour faire en sorte donc de valoriser la maladie au travail. Et donc, nous avons adhéré, la Caisse d'épargne retraite, on a été une des premiers établissements au niveau du groupe BPCE, à adhérer à la charte donc, de Cancer at Work. Donc, je suis devenue administratrice de Cancer at Work cette année. Et je vous parle de cela parce que je trouve que c'est très 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 beau et ça fait un lien avec ce que nous allons entendre ce matin sur l'entrepreneuriat au féminin, puisque nous avons un partenariat au niveau des caisses d'épargne, pareil au niveau national, avec Rose Association, cette merveilleuse association, là qui est ciblée sur le cancer, plus particulièrement sur le cancer du sein. Et Rose Association a imaginé un très 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 beau prix, le prix de l'entrepreneuriat féminin, pour une start-upeuse donc, qui aurait eu un cancer, donc qui a eu un cancer du sein, et qui va concourir donc, dans ce merveilleux prix, donc un prix national, qui sera remis au mois de septembre, et on m'a demandé, donc, et je serai jury membre du jury donc, de ce très 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 beau prix qui est une nouvelle fois une autre façon de toute manière de voir l'entrepreneuriat au féminin et de voir aussi tout ce que l'on peut faire à la propre initiative de dirigeants, mais pas que de dirigeants, de cadres dirigeants, d'individus dans les entreprises. Vous savez que le management évolue beaucoup aussi, un management de plus en plus collaboratif, etc. Et je pense qu'il est important que de toute manière d'arriver à attraper toutes les initiatives qui sont de nature, de toute manière, à valoriser les femmes, et en particulier avec des qualités incroyables, de toute manière, des femmes qui relèvent de maladies, qu'elles soient le cancer ou des maladies chroniques, et qui ont encore le courage de toute manière d'entreprendre, et d'entreprendre pour monter une entreprise, c'est juste formidable. Merci beaucoup.
Franchement, merci beaucoup, Madame Etcheverry, pour cette belle présentation. Vous avez relevé l'importance de rendre visibles les femmes dirigeantes, celles qui entreprennent. C'est notre rôle en tant que média de le faire. Si on ne le fait pas, je ne vois pas comment on va pouvoir en changer le regard sur la société. Alors, on a la chance de recevoir aujourd'hui justement 2 entrepreneurs, j'y tiens, avec le E à la fin, qui vont nous parler de leur parcours. Nous avons Juliette Ponchon ici avec nous, qui a déjà créé son entreprise et qui est dans une phase d'accélération, qui va nous parler de son nouveau produit qui est en phase de lancement. Et puis nous avons également Géraldine Portal. Géraldine, elle est en phase de création de projet. Et c'est important de rappeler toute l'importance du montage d'un projet. C'est parce que le projet doit être bien pensé, doit être réfléchi et ne doit pas se faire tout seul. Ça, Juliette, je sais que vous allez aussi nous le rappeler. Avant de démarrer, je voudrais juste aussi rappeler qu'on est là ici parce que les choses, comme vous le disiez, vous avez dit, Juliette, ne peuvent pas se faire seules et que l'importance d'un réseau professionnel avec la caisse d'épargne, avec un média comme la Tribune, mais aussi avec des gens qui sont en train de monter, qui ont monté leur entreprise, avec les incubateurs. Je donnerai tout à l'heure la parole, je ne sais pas si vous l'avez mis au courant, mais à Mathieu Giron, qui est le référent, Mathieu est là, qui est le référent innovation à la Caisse d'épargne ici. On va commencer avec vous, Juliette. Je vais vous demander de nous raconter votre histoire avec votre société, Lookme, et à vous, parce que je préfère que vous nous révéliez un petit peu toute l'innovation qu'il y a autour de votre produit. Bon bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Juliette Ponchon, j'ai 39 ans, je suis maman et j'ai 2 enfants. Et en fait, j'ai travaillé plus de 15 ans dans des grands groupes, dont 10 ans chez L'Oréal, dans des fonctions marketing et commerciales. Et en fait, après toutes ces années passées à lancer des produits pour les autres, j'ai eu envie de lancer mon propre produit. Donc voilà comment est né le projet de Lookme. Quand j'ai démissionné de L'Oréal fin 2014, je voulais lancer mon entreprise, mon produit, mais je ne savais pas lequel. Je suis partie en fait de 4 grandes sources d'inspiration, de 4 grands enseignements de mon expérience loréalienne. Je m'étais dit, je lancerai un produit, enfin une marque qui sera monoproduit. Je concentrerai toute mon attention sur un seul produit que je développerai, que je pousserai au maximum. Mon benchmark sur le projet Lookme étant les montres Swatch. La deuxième grande conviction que j'avais, c'était que j'avais pas besoin de réinventer la roue. Il fallait juste que je trouve un produit qui fonctionnait bien et que je le réinvente, parce que le consommateur d'aujourd'hui, vous le savez certainement, ce qu'il aime, c'est l'innovation, les matériaux détournés. Vous connaissez les sacs 727 sales bag en toile de bateau, les tenues en néoprène de plongée, le vinyle plus ancien chez Courrèges. Je m'étais dit, c'est ça, il faut que je prenne un produit simple et que je le réinvente. Ma troisième conviction, c'est qu'il fallait que je mise sur la couleur. Alors ça, c'est 10 ans d'expérience au maquillage chez L'Oréal, où j'ai assisté entre 2000 et 2015 à l'explosion du marché des vernis à ongles et des fards à paupières. En fait, je me suis dit, quand on lance un produit en couleur, on n'est plus sur un produit de besoin. Si vous avez besoin d'un frigo, vous en achèterez qu'un. Si vous avez besoin d'une tondeuse, vous en achèterez qu'une. Le vernis à ongles, messieurs, vous ne connaissez pas, mais plus on en achète, plus on en veut. Et la couleur, c'est pas juste un truc de fille ou juste un truc de cosmétique. Je trouve que c'est très significatif qu'on l'ait vu arriver dans des domaines aussi statutaires que la voiture ou les téléphones portables. Le quatrième grand enseignement, c'est que les gens aujourd'hui veulent de la personnalisation. Pareil, c'est quelque chose que j'avais vécu chez L'Oréal. On étudiait sociologiquement l'explosion du phénomène tatouage. Les gens aujourd'hui se signent matériellement, ils se signent eux-mêmes, ils veulent plus de logo, ils veulent des signatures personnelles. Alors chez L'Oréal, on s'est dit, on va pas faire des tatouages, mais comment est-ce qu'on pourrait faire du tatouage éphémère, du maquillage éphémère? Bref, j'ai vu tout ça et je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je crée un produit que le consommateur pourra créer lui-même et dont il sera le propre designer. Donc là, gros suspense, vous me demandez ce que j'ai bien pu trouver comme produit. Donc voilà, je me suis dit, j'ai beaucoup d'expérience dans la cosmétique. La cosmétique, c'est la deuxième jambe de la beauté avec la mode. Donc quand on sait vendre et faire du marketing de cosmétique, je pense qu'on sait en faire à peu près sur un produit de mode. Donc c'est ce que je savais faire et c'est ce que j'aime. Donc je me suis dit, je vais pas prendre une franchise Midas, je vais lancer un produit de mode. Donc là, j'ai commencé à me dire, voilà, il faudrait que j'aille sur un territoire où, si possible, j'aurais pas en face de moi comme concurrent H&M, Zara, Promode, Decathlon, Carrefour, parce que j'y arriverai jamais. Et donc là, tout simplement, j'ai fait tous les magasins pendant 2 mois, j'ai tout regardé et je me suis dit, voilà, tout le monde fait des chapeaux, tout le monde fait des lunettes de soleil, tout le monde fait des escarpins, tout le monde fait des sacs à main. Et je me suis dit, il y a un truc qui peut changer vraiment un look, c'est une ceinture. Et les ceintures, si vous faites un peu attention, vous réfléchissez maintenant que je vous en parle, quand vous allez dans un Zara, un Mango, un Promode, c'est toujours le truc au fond à gauche du magasin, près de la bouche à incendie ou près des cabines d'essayage.
C'est le truc qu'on met sur le portant avec tous les invendus de la saison. Enfin, en gros, les grands acteurs de la mode ne se sont pas penchés dessus. Et pourtant, quand j'ai fait mon étude de marché, ça c'est vraiment important l'étude de marché, parce que les intuitions, bon, faut quand même les vérifier un peu. Les indicateurs Quanti et Quali étaient vraiment bons. Quanti, pourquoi? Parce que tout le monde porte une ceinture tous les jours ou presque, hommes et femmes. Dans votre penderie, vous en possédez plusieurs, et en plus vous en rachetez tous les ans. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas du frigo ou de la tondeuse. Et d'un point de vue Quali, ce qui est intéressant, on en revient à l'exemple du vernis à ongles de tout à l'heure, c'est qu'on est sur un produit vraiment coup de cœur. Les gens, ils vous disent à 50%, je le porte pour l'assortir à mon look, pour donner une petite touche à mon allure. On n'est pas que sur du besoin. Et là, c'est hyper intéressant aussi, parce que d'un point de vue commercial, quand on est sur de l'envie et de l'envie, on peut vendre à l'infini, ce qui n'est pas le cas du besoin. Donc les indicateurs Quanti et Quali étaient hyper bons, et malgré ça, ce qu'on constatait, c'est que la plupart des gens ne sont pas capables de citer leur marque de ceinture et reconnaissent dans 7 cas sur 10 avoir renoncé à acheter une ceinture parce qu'ils ne trouvaient pas soit leur taille, soit la couleur, soit celle qui leur plaisait. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire, et je me suis dit, je vais lancer une marque de ceinture sous le nom de Look Me, ça c'est le nom, qui sera symbolisé partout par 3 petits points. Donc d'un point de vue purement concret, c'est les 3 points de la ceinture, les 3 trous de la ceinture évidemment, mais d'un point de vue plus subliminal, c'est les 3 points de etc. C'est toute la multiplicité de choix et de compositions que je vais vous proposer dans ma marque. Ces 3 points, on les déclinera en symbole sur toutes les ceintures, tous les éléments de la ceinture, le passant, la boucle, le packaging que vous avez là sous les yeux. Le principe, donc, c'est de vous proposer de composer vous-même la ceinture qui vous ressemble, avec les couleurs qui vous ressemblent. Vous choisirez donc votre boucle, vos passants et votre sangle. Et pour être sûr de proposer une ceinture vraiment innovante, qui ne soit pas déjà sur le marché, il fallait que je sorte du traditionnel cuir et que je trouve une matière innovante. J'ai donc choisi la silicone. Alors la silicone, c'est un matériau d'exception. Je vous donne juste 3 exemples pour vous en convaincre. Ça va au four ou au frigidaire à très haute ou très basse température. On le met dans la bouche des bébés avec une tétine, donc autant vous dire que c'est hyper safe. Et en termes de sensorialité, c'est la matière des montres Apple Watch, des montres iSwatch ou des montres Swatch. Donc une matière hyper douce, on appelle ça le soft touch, hyper agréable. La silicone, contrairement au cuir qui est une matière vivante, on peut en faire tout ce qu'on veut. On peut décliner tous les reliefs, tous les motifs, toutes les couleurs, et même on peut inventer des nouveaux usages de ceinture. Le cuir, ça va pas dans l'eau, par exemple. La silicone, elle ira dans l'eau. Donc pourquoi pas créer la première ceinture qu'on porte avec un maillot de bain? À voir. Et voilà, c'était pas juste une ceinture gadget ou farfelue que je voulais lancer. Aujourd'hui, la silicone, c'est un matériau, je vous le dis, c'est employé par Apple Watch, des montres à 600 €, par iSwatch. C'est aussi employé dans une Rolex Oyster Perpetual qui est quand même vendue place Vendôme à 26 600 €. Donc aujourd'hui, si je lance une ceinture en silicone, je pense que je n'aurai pas à rougir en termes d'élégance quand je serai comparée à des ceintures en cuir. Alors, le principal projet, donc l'idée elle était bonne, l'étude de marché était positive, donc tout roulait plutôt bien. Moi, je vais vous dire, j'ai eu une grosse épine dans ma chaussure ou dans ma chaussette, je sais pas. C'est le développement industriel. C'est pour ça que j'ai mis plus de 2 ans à lancer mon produit. Ça a été vraiment une énorme difficulté. J'avais le désir, je vous l'ai dit, de développer toute une gamme de couleurs, une matière à la sensorialité exceptionnelle. Ça a pris du temps de mettre ça au point. Pourquoi? Parce que, voilà, je vous ai dit, je voulais détourner un matériau industriel et l'amener dans la mode, comme Courrèges, comme le néoprène, etc. Sauf que aujourd'hui, les fabricants de silicone, ils font du pneu noir pour Michelin, ils font des cathéters pour les hôpitaux, donc ils font pas du bleu majorel, ils font pas du rose pamplemousse, et la sensorialité, c'est pas leur critère principal. Ensuite, en termes de finition, dans un pneu, on fait une finition certainement très aboutie, enfin qui n'a pas vocation à atterrir dans les mains ou sur le jean d'un consommateur final. Donc typiquement, vous avez un exemple sur le slide précédent d'un truc horrible qu'il a fallu résoudre, c'est les plans de joint des moules quand on injecte la silicone. Évidemment, on ne peut pas avoir ça sur une ceinture. Donc voilà, là on touche quasiment au but. J'ai pas encore finalisé mon développement, mais je suis dans la toute dernière ligne droite, et l'objectif c'est d'arriver demain à ce matériau et à cette ceinture d'exception. Je vais pouvoir faire toucher si vous voulez la toucher. Donc voilà, la silicone, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est à la fois hyper innovant, et pour autant c'est pas un truc industriel, chimique, pétrochimique. La silicone, c'est un polymère qui comporte du silicium. Le silicium, c'est un des composants du sable. Le sable, c'est le deuxième ingrédient, le deuxième matériau le plus répandu à la surface de la planète, juste derrière l'eau. Ce qui veut dire que moi, je ne vais pas, en produisant des ceintures, en admettant dans un avenir fou que j'en vends 10 millions par an, je n'épuiserai pas la planète, puisque le sable, c'est quasiment inépuisable. Et en même temps, c'est pas pour autant
Voilà, la silicone, c'est pas quelque chose qui est que industriel. C'est industriel parce que c'est né du génie de la science qui a réussi à produire à partir de la silice ce matériau d'exception. Mais en même temps, pour le mettre au point, il faut un vrai savoir-faire d'ouvriers spécialisés. Donc là, je vous ai montré un monsieur qui donc travaillera la silicone. Par exemple, quand on veut faire une ceinture rose, on prend de la pâte translucide de silicone, on va mettre dedans du colorant de silicone. Et c'est après plusieurs demi-heures ou heures sur le métier qu'à l'œil nu, l'ouvrier spécialisé va dire bah, c'est bon, là, la silicone, elle est homogène, elle est parfaite, la texture est bonne. Donc ce développement industriel, j'insiste, j'ai pas pu le faire toute seule. Évidemment, quand on est start-upper ou entrepreneur, on peut pas avoir toutes les compétences. On n'est pas super banquier, super avocat, super juriste, super comptable, super tout. Donc voilà, il faut savoir s'entourer. Les compétences en France, il y en a beaucoup partout. Donc voilà, moi je me suis appuyée sur le pôle de compétitivité Elastopol à Orléans, sur l'agence de design RCP Design Latour qui a fait un super travail, et sur un partenaire industriel. Mon objectif c'était de développer un produit made in France et vegan, parce que je veux développer un produit respectueux, donc là les certifications sont en cours. Et en termes de commercialisation, j'ai fait le choix après plusieurs mois de réflexion de me concentrer uniquement sur le e-commerce. Alors la simplicité pour moi, ça aurait été d'aller aux Galeries Lafayette, au bon marché, dans les boutiques d'aéroport. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça pendant 10 ans chez L'Oréal, donc je savais faire et j'avais les contacts. Mais en fait, aujourd'hui, je voulais vraiment proposer un produit de qualité made in France, à prix accessible. Mes ceintures, elles sont à 35 €, 40 € avec les frais de port. Et en fait, le seul moyen de vous proposer une ceinture de cette qualité-là à 35 €, c'était de faire sauter le maillon de la distribution qui, en France, coûte hyper cher, en marge avant, marge arrière, remise commerciale. Et donc j'ai misé, après pas mal d'échanges avec mes conseillers, sur une distribution 100% Internet. Là, ça on peut passer. Donc ce que je veux être aujourd'hui, je veux être une grande marque Made in Centre-Val de Loire. Enfin, au-delà du Made in France, je revendique fièrement d'être Made in Centre-Val de Loire. Donc je vous le disais, c'est hyper important de travailler en réseau, de se faire aider, de se faire accompagner. Là, j'essaie de manière exhaustive de vous montrer tous ceux qui m'ont aidé. Alors, soit en m'hébergeant, donc ça c'est la CM101, la Cité de l'Innovation à Chartres, où je suis matriculée aussi, soutenue, donc accompagnée évidemment financièrement par des partenaires, parce qu'à un moment il faut quand même de l'argent, donc la Caisse d'épargne en premier qui m'a accordé mon prêt bancaire, mais aussi la BPI France qui m'a accordé une subvention, la région qui m'a accordé une subvention, Pôle emploi qui par des dispositifs aide les entrepreneurs. Il faut être accompagné en termes de compétences, donc Elastopol, la BGE, la Cité de l'Innovation m'accompagnent. Et puis aussi, moi, je pense qu'il faut beaucoup travailler en réseau avec les autres entrepreneurs, les autres entreprises. Et moi, je dirais en conclusion, surprenez-vous à demander, vous vous surprendrez à obtenir. Moi, j'ai tapé à la porte de gros entrepreneurs, donc Sacred pour la partie industrielle, Storyrido.com pour la partie expertise e-commerce. Juste pour vous donner une idée, Sacred, ils font 600 millions € de chiffre d'affaires dans les élastomères, ils ont des filiales dans tous les pays du monde. Et voilà, j'ai appelé le président, que j'ai rencontré à un événement d'entrepreneurs. Et je lui ai demandé de me rencontrer, et depuis, je le téléphone toutes les semaines, il est même venu pendant ses vacances visiter l'usine avec moi. J'étais quand même un peu inquiète de signer le devis des moules qui coûtent un bras et 2 reins. Et je voulais être sûre que je signais pour un bon truc. Et voilà, moi je conclurai en vous disant, parlez de votre projet, n'ayez pas peur de vous faire piquer l'idée. Moi je dis souvent mon business plan, je veux bien l'imprimer en 100 exemplaires et le mettre sur le trottoir. Parce que sérieusement, l'idée c'est une chose, mais après il y a toute la route derrière. Et on ne peut pas y arriver si on ne se fait pas aider. Voilà, et en mot de conclusion, si vous êtes convaincus, inscrivez-vous sur lookme-store.com. Ça me fera des clients de plus dans ma base de données. Alors, bravo. On est tous prêts à acheter une ceinture dès maintenant. On a tous lookme-store.com, ça y est, c'est bon. On a tous même envie de créer notre propre ceinture, de choisir notre propre couleur. Il y en a une qui circule, je vais peut-être en faire circuler une autre, que vous puissiez toucher un petit peu le produit. Ça, il y en a une qui est passée aussi là. Alors c'est la preuve que, ça c'est important aussi, que la personnalité de l'entrepreneur est extrêmement importante dans un projet. Et le secret, c'est bien sûr d'être absolument convaincu du projet qu'on porte. Et là, vous êtes vraiment l'exemple type, vraiment, encore une fois, bravo. On a pas mal discuté ensemble pour préparer évidemment cette matinale. Aujourd'hui, concrètement, vous en êtes où? Parce que ce qu'il est important aussi de rappeler à toutes celles qui veulent monter leur entreprise, même si vous l'avez dit, on rencontre parfois des obstacles, il ne faut pas se décourager, parce que c'est en trébuchant
qu'on apprend à marcher. Et il n'y a pas si longtemps que ça, vous m'avez raconté, par exemple, des problèmes pour la fabrication, que vous vouliez absolument Made in France, mais c'était pas si simple. Aujourd'hui, vous en êtes où maintenant? Alors, déjà, je dirais, quand vous faites votre business plan, si vous nous mettez un délai, vous pouvez faire x3. Ce sera plus prudent. Deuxième chose, moi, le grand enseignement pour moi, c'est les difficultés, elles sont pas là où on pense qu'elles vont être. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté L'Oréal, je vous donne 2 exemples, je me faisais une montagne, je me disais, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes avec des très grosses équipes, et tout le monde me disait, oh, tu vas être toute seule. En fait, franchement, t'es pas tout seul. Moi, aujourd'hui, ma vie, elle est pas tellement différente de celle de L'Oréal. Quand j'étais chez L'Oréal, je faisais des conventions de vendeuses Sephora. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble. Mon agenda, il n'a pas changé. J'ai autant de rendez-vous qu'avant, je rencontre autant de monde qu'avant. Je m'étais dit aussi, mon Dieu, c'est incroyable, que j'emprunte la même chose que pour ma maison pour monter ma boîte. Où est-ce que je vais trouver tout cet argent? Et finalement, quand on a un business plan et un projet relativement structuré, c'est pas le plus dur d'aller trouver l'argent. Inversement, je m'étais dit, j'ai une super idée, les montres Swatch font des bracelets magnifiques, je vais faire pareil, un 1m35, je vais prendre page jaune, fabricant de silicone, 2 coups de fil, ça sera fait. Bilan des courses, 2 ans après, je suis encore dessus. Donc voilà, il faut être prêt en fait à avoir ce jeu de jambes. Les difficultés, elles vont survenir quand vous y attendez pas, et là où vous attendez pas qu'elles soient. Et c'est là qu'intervient le troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est la fameuse technique du pivot. Donc quand on rencontre un problème, en soi, il faut se dire que ce n'est pas un problème. Par contre, il faut être capable de l'identifier vite, de prendre une décision vite et de pivoter, c'est-à-dire de s'orienter rapidement vers autre chose. Donc moi, typiquement, j'ai développé mon premier prototype de ceinture, celui qui circule entre vos mains, je vais vous le dire, en Chine. Il était magnifique, mais j'avais des grosses incertitudes sur la qualité du produit, notamment j'avais pas réussi à obtenir le label REACH, qui est quand même un label de qualité important. Et je me suis dit non, je vais pas faire de la Chine, je vais faire du Made in France. Paf. Donc ça, c'était le premier pivot. J'ai choisi un industriel français qui, voilà, comme tous les industriels européens de la silicone, font 100% de leur chiffre d'affaires sur le domaine pharmaceutique, médical. C'est un secteur en pleine croissance. Ils ont un carnet de commandes à 2 ans rempli à plus de 25% de croissance. Donc autant dire qu'ils ne m'attendaient pas en se disant « Waouh, super, on va faire des ceintures ». Et ils se sont dit « Bon, le projet est bien, la fille a l'air dynamique, on va y aller ». Sauf que voilà, en fait, aujourd'hui, on a un moule qu'on n'arrive pas à faire marcher parce que produire des petites pièces comme ça, c'est pas comme produire une pièce d'1,35 m. Aujourd'hui, le moule aujourd'hui ne fonctionne pas. Donc, c'est là qu'interviennent toutes les aides. Moi, j'ai la chance d'être incubée par la C2EI et très accompagnée par la chambre de commerce d'Eure-et-Loir. Et voilà, il y a 2 semaines, on a fait une réunion de crise un peu dans mon bureau. J'ai deux dirigeants de Sacred et de Dorier Place, une grosse boîte de plasturgie d'Eure-et-Loir, qui sont venus dans mon bureau, qui m'ont dit voilà, la CCI nous a dit que tu étais en difficulté, on va t'aider, on va trouver des solutions. Et donc là, je m'apprête à pivoter et mon dossier est repris par un autre industriel de la région qui s'appelle NGI. Donc bon, là je vous le fais, j'ai le sourire. Hein. Jeudi dernier, je l'avais moins. Mais voilà, moi je crois fort en mon projet et je me dis je ne m'arrêterai pas sur le seuil de la porte de la réussite. Donc ok, il va falloir que je reparte avec un 3e. Et ben on va le faire et je vais y arriver. Mais voilà, il faut avoir cette... faut se dire, des difficultés on va en avoir. C'est normal, tout le monde en rencontre et il faut juste dire qu'il va falloir les affronter. Voilà. Merci. Et alors du coup, on va passer le micro à Géraldine. Je pense, Géraldine, du coup, vous avez un exemple à suivre. Là, franchement, le binôme. Voilà, c'est pour ça que je le rappelle. On a la chance justement d'avoir un duo qui se connaît déjà. C'est important de présenter aussi un projet comme celui de Géraldine, parce que Géraldine, il est finalisé quand même aujourd'hui, votre projet. Quasiment on peut le dire, et vous allez bientôt passer au stade du lancement de l'application, puisqu'il s'agit là d'une application. Géraldine, elle a changé de vie à un moment donné, elle est venue s'installer ici dans la région avec mari et enfants, et je dis ça parce que souvent les grandes idées viennent d'une petite anecdote du quotidien et vont se transformer en projet entrepreneurial. Donc, je vais vous demander de raconter justement cette histoire, Géraldine. Alors, je m'appelle Géraldine Portal, j'ai 3 enfants. Devant le micro, je pense. Et tous les soirs, je vis un cauchemar qui se résume en quelques mots. Et c'est on mange quoi ce soir? Guide sidéral, je sais pas. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui connaissent la même chose. Il y a 18 millions de familles, rien qu'en France, qui subissent potentiellement ce cauchemar tous les jours. Mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai trouvé la solution, ça s'appelle Menus. Et c'est le premier objet connecté qui va vous aider à planifier vos repas variés pour une semaine de façon ludique et efficace. Ça va vous faire gagner du temps et de l'argent.
Je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai pris ma maquette. Voilà, ça va être... Je vais vous tenir le micro. Sans micro, je ne sais pas si on vous entend, on va essayer. Alors d'abord, il y a le totem. C'est bon, vous entendez? Il faut mettre quelque part dans sa cuisine, dans sa maison. Par exemple, monter sur son frigo. Et puis on a des petites fiches avec des recettes que tout le monde aime bien à la maison. Donc on les colle sur le totem. Et par exemple, ce week-end, j'ai le poulet rôti du dimanche, et puis un bœuf loc-lac, je le laisse pour le week-end parce que ça prend un peu plus de temps à préparer. Samedi, on ne mange pas de viande ce week-end. Et aujourd'hui, je savais que... Je savais que je gardais mes enfants mercredi midi, donc je vais leur préparer une quiche Lorraine. Ça, c'était dimanche dernier. Mon frigo, il était vide. Donc lundi, je pars travailler. J'ai connecté cet objet à mon téléphone. Et après le travail, je passe au supermarché. Je lance l'application. Je vais dans l'onglet liste de courses. Et j'ai la liste de courses complète pour toutes les recettes que j'ai mises sur mon totem. C'est adapté à la quantité de personnes, à mes choix. Donc je fais mes courses une seule fois dans la semaine, je range mes commissions et je suis prête pour préparer toutes les recettes de la semaine. Aujourd'hui, en partant d'ici, c'est mercredi, je sais que j'allais préparer une quiche Lorraine. Je rentre à la maison, je clique sur l'onglet aujourd'hui, je trouve la recette qu'il y avait sur mercredi. Je sais que les ingrédients sont dans mon frigo, je n'ai plus qu'à préparer ma recette. Et qu'est-ce qui se passe si je suis au travail et je me souviens plus ce que j'ai mis sur mon totem ou bien à la maison, je l'ai oublié. À tout moment, je peux consulter toutes les recettes de la semaine et savoir il faut que je rentre à telle heure pour commencer à préparer. Et puis, Menus vous plaît tellement que vous voulez avoir de nouvelles recettes. Et puis, on est à pour l'idée, on veut s'inspirer. On peut créer une nouvelle recette avec ses propres recettes ou les recettes de famille. Soit je vais et je m'inspire dans la boutique avec les recettes que Menus va vous proposer. Soit, encore plus simple, je souscris à un abonnement et tous les mois, je reçois des nouvelles recettes à tester. Je ne suis pas seule dans ce projet non plus. Je vous présente la team. À l'origine, c'est deux voisines devenues amies. Donc, il y a Cécile, qui est journaliste indépendante dans l'alimentaire. Et c'est la pro de la com et de réseau. Ensuite, il y a moi, je suis graphiste Léa de profession, mais geek par passion, et puis curieuse. Je suis la chef de projet de Menus. Et finalement, il y a Geoffroy qui nous a rejoint, c'est notre designer qui matérialise toutes nos idées les plus folles. Regardez, pas mal. Voilà, je vous demande de vous inscrire sur nos Facebook, Instagram, Twitter. Pour suivre déjà le développement, en tous les cas, de Menus, vous avez fait votre business plan, vous en êtes où aujourd'hui concrètement, Géraldine? On commence à remplir toutes les lignes de notre business plan parce que il y a l'industrie, il y a l'électronique, c'est un projet d'objets connectés, c'est le premier et il n'y en a pas d'autres qui existent, donc c'est nouveau. Voir s'il y a des projets à faire et tout ça, c'est des lignes sur une facture à la fin, donc on est là. Je suis accompagnée aussi par le cabinet Bold à Paris, d'avocats qui me guide. Usinaio, le Fab Lab à Paris aussi qui m'explique bien, et puis la C2EI. Entre tous, je commence à y voir plus clair. Je ne viens pas du tout de ce monde, moi, et on apprend beaucoup. Et quelle a été votre première... Est-ce que vous avez douté à un moment donné avant de vous lancer? Toujours. Si on prend chaque jour comme il vient, il y a des moments où on sait que là, pour l'instant, je ne suis pas encore à la partie industrielle et je sais qu'il va y avoir des obstacles, mais c'est une évidence. Je ne pouvais pas ne pas faire ce projet. En fait, je voulais ce produit, il n'existait pas, il me le fallait, j'ai des enfants, je n'aime pas faire à manger. Donc j'ai dû l'inventer, il fallait sentir les pain points un peu de... Voilà, vous avez dû inventer, en fait, vous êtes en train d'entreprendre votre vie professionnelle.